Sur Radio J et nous retrouvons comme promis à présent notre invité, notre chroniqueur du lundi matin, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver pour des analyses toujours très pointues de l'actualité en Israël. Alors plus d'une semaine après avoir reçu le mandat des mains du président Herzog pour former un gouvernement, Benjamin Netanyahou ne parvient pas à conclure le moindre accord de coalition. On voit que c'est très compliqué. Et ce matin encore, eh bien, le plus récalcitrant, on a pu le voir, c'est Bezalel Smotrich, un leader de la droite sioniste radicale qui ne veut que le ministère de la Défense. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Alors concrètement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? On pourrait dire que ça commence par une déclaration, comment dirais-je, peut-être qui n'était pas habile, de la part de Netanyahou, lorsqu'il a dit, après avoir reçu des mains de Yitzhak Herzog le soin de former le nouveau gouvernement, nous allons faire ça très vite et d'ici la semaine prochaine. Et vous savez comment c'est en politique, lorsque vous faites une annonce, eh bien, vous la respectez et les autres l'interprètent comme la possibilité, eh bien, de faire des pressions et d'obtenir ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu obtenir. Certains disent aujourd'hui, mais bien sûr, c'est après coup, disent que au moment, lorsqu'il a déclaré victoire, lorsqu'il s'est adressé aux militants du Likoud, Netanyahou aurait dû clairement annoncer que la défense, les finances, la justice resteront entre les mains du Likoud. Il n'en a rien dit. Cela a ouvert l'appétit, et notamment de Bezalel Smotrich, qui apparaît, alors voyez comme les choses évoluent, il y a 3 semaines encore avant l'élection, qu'on sait que les deux, Smotrich et Ben Gvir, étaient des radicaux, comme vous l'avez mentionné, mais Smotrich avait déjà l'expérience d'un ministère, il avait été 11 mois ministre des Transports, il savait faire avec, on va dire, la raison d'État, et Ben Gvir était considéré, voilà, le disciple de Kahana, celui qui n'y comprend rien et qui sera un trublion. Et le résultat, c'est que Ben Gvir a su négocier en douceur et discrètement et obtenir ce que, faut bien reconnaître, il y a 3 semaines, personne ne pensait lui confier le poste de ministère de la Sécurité intérieure. Mais en tout cas, il y est parvenu et même on annonce encore aujourd'hui qu'il a demandé à ce que son autorité en tant que ministre de la police soit plus large, car en général, dans les règles qui fonctionnaient, c'est le directeur de la police qui avait en quelque sorte plein pouvoir. Donc il a demandé un réaménagement, donc il a réussi finalement à bien orienter sa barque. Et c'est Smotrich qui apparaît comme le trouble-fête. Certains disent le mégalomane. Je ne me prive pas du plaisir de vous dire que ce matin, dans le Haaretz, la caricature de notre plantu israélien qui s'appelle Biderman nous montre Netanyahou et son épouse, qui est toujours impliquée en quelque sorte dans les affaires, et Smotrich qui apparaît comme Napoléon. Vous savez, le tableau de David Napoléon à Eylau, sur un cheval avec cette belle cape rouge. Voilà, donc en gros, mégalomanie de Smotrich, qui effectivement se dit que si son partenaire Ben Gvir a obtenu le ministère de la police, eh bien lui, il peut demander ou les finances ou la sécurité, et au final, il a estimé que finalement c'est plus les finances qu'il veut, même si on n'était pas trop opposé du côté du ministère des Finances, mais en revanche il veut la sécurité. Il faut bien comprendre, la sécurité c'est la défense, c'est les relations avec les États-Unis, mais c'est aussi la gestion des territoires occupés, et c'est vrai que beaucoup opinent en se disant que c'est peut-être assez risqué, surtout que Smotrich est brillamment intelligent, et que on se méfie en tout cas de ce qu'il pourrait obtenir ce poste-là. Et Netanyahou, jusqu'à présent, ne cède pas, mais Smotrich non plus. Et c'est ce qui explique qu'après plus de 8 jours, eh bien, nous n'en sommes pas encore à la formation du gouvernement. Et encore une fois, rappelons la loi. La loi autorise Benjamin Netanyahou à disposer de 28 jours pour y parvenir, 14 jours de plus s'il n'y parvient pas. À la fin, ils y arriveront, mais voilà, on va dire qu'il n'y a pas de surprise. On peut faire partir d'un bloc, être tous pour un pour tous. Au moment où il faut partager, comment dirais-je, le repas, eh bien personne ne veut de miettes, tout le monde veut le plat de résistance, et Smotrich n'y renonce pas. Eh bien, on verra en tout cas où cela nous mène. On suivra ces tractations politiques. Alors, l'autre sujet de l'actualité aujourd'hui, Denis, sur lequel vous souhaitiez revenir, c'est cette fameuse réforme de la justice, une réforme qui suscite beaucoup de controverses, de passions. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il exactement? Oui, effectivement. Je dirais que c'est vraiment ce sujet-là est le b.a.-ba, je dirais, l'âme peut-être d'un régime démocratique. Alors, si ce n'est que les régimes démocratiques, sans faire ici maintenant un cours d'histoire, ont beaucoup évolué. Avant, c'était en quelque sorte le Parlement
qui faisait la loi et on comptait en quelque sorte sur la retenue du Parlement pour être sûr qu'il n'allait voter que des lois que tout le monde pourrait respecter et qu'elles ne poseraient pas de problème. Alors, si ce n'est que voilà, l'évolution des régimes démocratiques, et on le voit en France par exemple, le Conseil constitutionnel au moment de la Ve République, quand De Gaulle l'a créé, n'a rien à voir avec le Conseil constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Et cette évolution, qui est en quelque sorte, c'est vrai, un peu à l'américaine, a consisté à donner à la Cour suprême de plus en plus d'autorité. Alors, si ce n'est que dans le cas d'Israël, la situation est toujours un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que personne ne l'ignore, Israël ne s'est pas doté de constitution. Quand en 1949, il y a eu des premières élections constituantes en vue d'élaborer une constitution, eh bien, tout simplement, elle n'a pas été rédigée. La Knesset pourrait le faire demain, mais elle n'est pas pressée de le faire, en tout cas pas depuis près de 75 ans. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que la Cour suprême, qui a été établie dans la foulée de la création de l'État d'Israël, certes, a l'autorité de critiquer des décisions gouvernementales. Quand je dis gouvernementales, c'est pas que le gouvernement, ça peut être les autorités municipales, ça peut être un ministère, etc. Mais en revanche, justement, faute de constitution, il n'y avait pas ce que l'on appelle en anglais le judicial review, c'est-à-dire la possibilité, le droit, qu'a la Cour suprême, en France c'est le Conseil constitutionnel, d'abolir ou de demander la révision d'une loi qui vient d'être votée par le Parlement, l'Assemblée nationale ou en Israël la Knesset. Cette autorisation-là, nous ne l'avions pas puisqu'il n'y avait pas de constitution par rapport à laquelle on aurait pu dire telle loi contredit la Constitution. Si ce n'est, pour faire très vite, qu'en 1992, on a voté 2 lois à la Knesset, la loi pour la liberté de l'emploi et la liberté et la dignité de l'homme, et on a donné à ces 2 lois-là un statut constitutionnel. On a dit, celle-là, c'est des futurs chapitres de la Constitution, et de ce fait, après coup, 3 ans plus tard, la Cour suprême a estimé que par rapport à ces 2 lois fondées sur les droits de l'homme, eh bien, si des lois votées par la Knesset contredisaient cette fameuse loi fondamentale, eh bien, on pourrait annuler cette loi. Et voilà comment la Cour suprême, en quelque sorte, s'est autorisée à interpréter la constitutionnalité de ces 2 lois fondamentales pour dire, désormais, nous avons le droit d'annuler des lois ou de demander à la Knesset de réviser, de retoquer la loi. Elle l'a fait depuis 1995 jusqu'à 2022, 15 fois. Parfois, c'est pas toute la loi, parfois c'est tel ou tel amendement d'une loi. Ça a suscité, je dirais, pas mal de critiques de la part de la Knesset qui, n'oublions pas, de 1949 à 1995 a toujours voté les lois qu'elle voulait sans pouvoir être critiquées, sans pouvoir être mises en cause par la Haute Cour de justice. Et je dirais que, voilà, pour le futur gouvernement, le bloc de la droite dirigé par Netanyahou, la coupe est pleine et il faut en finir avec cette autorisation-là que s'est donnée la Haute Cour de justice. Comment elle pense le faire? Eh bien, elle laisse, encore une fois, voilà le projet, maintenant j'en arrive au projet qui devrait être présenté par le futur gouvernement et par la Knesset, bien évidemment. Ça consisterait donc à laisser pleinement la Haute Cour de justice le droit d'annuler des lois, mais c'est là la grande révolution en quelque sorte, la révolution on va dire conservatrice. La Knesset serait, après l'annulation d'une loi par la Haute Cour de justice, elle serait autorisée à revoter la même loi avec 61 députés sur 120 et cela aurait pour effet d'annuler l'arrêt de la Haute Cour de justice. Et de ce fait, certains disent c'est la fin de la Haute Cour de justice, c'est la fin de la protection des minorités, et c'est donc on s'engage dans une pente descendante qui pourrait plonger à moyen terme, voire à court terme ou à long terme, Israël hors des démocraties libérales, puisque comme je l'ai expliqué tout au début, la marche des démocraties, c'est que la Haute Cour de justice ou la Cour suprême a le dernier mot. Regardez aux États-Unis, et là en l'occurrence c'était plutôt conservateur, la Cour suprême a décidé d'annuler le droit à l'avortement. Les hommes politiques peuvent penser autrement, c'est la Cour suprême qui finalement l'a tranché. Eh bien c'est cet équilibre-là que le gouvernement qui sera mis en place d'ici quelques semaines souhaiterait révoquer. En offrant à toute coalition possible, 61 députés, c'est une coalition majoritaire simple, offrant à toute coalition possible la possibilité d'annuler tout arrêt
de la Haute Cour de justice sur l'illégalité de lois votées par la Knesset. Eh bien, merci beaucoup pour ce point très complet, Denis Charbit, pour toutes ces précisions sur l'actualité en Israël. Denis Charbit, qu'on retrouve tous les lundis matins, vous le savez, également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Si vous avez raté le début de cet entretien, eh bien, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Denis, et à la semaine prochaine.